Bon, fait, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir, pas la dernière partie, là, mais... Pourquoi ma caméra ne marche pas? Ok, pas grave. Donc, c'est ça, on va voir la régulation de la production d'urine, fait que comment d'urine qu'on produit, c'est régulé par qui. Puis après ça, on va aller voir un petit peu plus loin avec tout ce qui est le système immunitaire. Fait qu'on va commencer ça aujourd'hui. Régulation de la production d'urine, fait qu'est-ce qui reste ça? Donc, on dit, puis je vais essayer d'aller souligner qu'est-ce que vous devez vous autres écrire. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré, moi, quand j'ai enlevé les mots, là. Fait qu'on dit que la quantité d'urine produite est déterminée par la perméabilité. Fait que vous devez écrire ça. Du tube distal et du tube collecteur. Fait que ça dépend tout de comment est-ce que ces choses-là sont perméables. Parce que, veux pas, plus qu'ils sont perméables, plus que l'eau va pouvoir sortir, donc ça va créer moins, si tu veux, d'urine. OK? Fait plus ils sont perméables, plus l'eau sera récupérée par osmose et vice-versa. Fait que plus que ton tube va être perméable, plus que ça va rentrer à nouveau dans le sang, donc tu vas perdre nécessairement de l'urine. L'hormone antidiurétique, vous avez peut-être déjà entendu ça avant, c'est une hormone, on l'appelle la ADH. C'est elle qui est responsable de cette perméabilité-là. C'est elle qui va décider à quel niveau tes tubes vont être perméables, puis à comment d'eau tu vas perdre. C'est certain qu'il faut que tu fasses attention parce qu'on sait que si tu perds beaucoup d'eau, ta concentration en ions va être plus grande, puis à ce moment-là, ça veut dire que tu auras un débalancement. Donc, on dit que l'ADH augmente la perméabilité des tubes, ce qui diminue la quantité d'urine excrétée. Fait elle, c'est ça son rôle. Puis cette hormone-là, elle est produite par l'hypophyse, une grande reliée à la partie du cerveau nommée l'hypothalamus. Fait que c'est tout relié ensemble. Donc, l'hypothalamus, on sait que c'est le centre de contrôle. Là-dedans, tu as aussi ta l'hypophyse qui va venir jouer un rôle là-dedans, qui va créer cette hormone-là. Fait que c'est l'hormone antidiurétique qui va faire en sorte que tes tubes sont soit très, très perméables, donc qui vont laisser sortir beaucoup d'eau, ou imperméables, donc l'eau va rester, puis là, la quantité d'urine va être beaucoup plus grande. Fait que là, j'ai oublié de souligner les mots, là, que vous avez probablement déjà trouvé par ce temps-ci. Fait que antidiurétique, celle-ci augmente. OK, j'avais sinon tout écrit. Puis l'hypophyse. Fait que ça, c'est ça que vous avez à écrire. Ensuite de ça, je te dis, lorsque le corps a besoin d'éliminer de l'eau, et quand on veut l'enlever, l'hypophyse arrête de sécréter l'ADH. Okay? Fait que c'est certain que si l'ADH est présente, si l'hormone est présente, c'est à ce moment-là que mes tubes deviennent perméables, donc j'enlève de l'eau. Si on a besoin d'éliminer de l'eau, ça veut dire qu'on a trop d'eau, à ce moment-là, c'est là qu'on va arrêter de sécréter l'ADH, donc l'hormone antidiurétique. Puis, il va y avoir plus d'urine de produite parce que les tubes vont être imperméables. Okay? Fait que ça va faire en sorte que dans les tubes seront imperméables. Okay? Fait c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand l'hormone est là, ça veut dire que ça augmente la perméabilité, donc que j'enlève de l'eau. Okay? Et ça, c'est pour la régulation de l'urine. Ici, on dit que certaines maladies inhibent la production d'ADH, comme par exemple le diabète. Le diabète. Une personne diabétique a donc plus souvent besoin d'uriner, donc elle a beaucoup plus d'eau. Vu que tu arrêtes le fonctionnement de cette hormone-là, ça veut dire que tu arrêtes la perméabilité de tes tubes. Donc, tes tubes deviennent imperméables, donc l'urine reste à l'intérieur. Donc, il faut un moment donné que tu sors cette eau-là. L'action d'uriner, on nomme ça la miction, donc c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est certain qu'il y a personne qui dit ça, je dois aller mixer ou j'ai été faire une miction. On dit tout, on a été uriné.
Production moyenne de 1 à 1,7 litres d'urine par jour, maximum environ de 2 litres, donc c'est quand même beaucoup. Puis ça, c'est quand même important que tu as un maximum. Donc, souvent, le monde qui veut perdre du poids ont tendance à vouloir boire beaucoup d'eau. Il faut prendre conscience que nos reins, c'est des organes, donc tu as un maximum de travail qui peut être fait par tes reins. Donc, ça peut être dangereux là, si tu bois 15 litres d'eau par jour, puis tu dois vraiment uriner souvent, ça peut devenir très dangereux. Maintenant, on va passer ici, vous le voyez, l'hypophyse, là, qui est le petit point ici, puis l'hypothalamus, qui est vraiment plus la cavité au niveau du cerveau. Donc là, ici, l'hypophyse, la production d'ADH augmente. Donc, tu vas uriner un peu moins, donc la quantité d'urine sera moins, vu qu'il y a plus de perméabilité, donc l'eau va sortir. Puis la même chose ici, donc l'hypophyse, le résultat de la production d'ADH diminue. Donc, j'ai moins d'hormones qui est sécrétée. Donc, à ce moment-là, les reins vont envoyer une faible quantité d'eau, donc tes tubes deviennent plus imperméables, donc ça va rester dans tes tubes, puis il va falloir que ce soit excret. Maintenant, on passe à la régulation de la glycémie, donc la troisième partie de notre chapitre. La régulation de la glycémie, c'est vraiment, encore une fois, un maintien homéostatique, donc c'est encore pour tenir en équilibre ton corps. Puis c'est un petit peu ça qu'on va aller voir, donc tout le système immunitaire, comment est-ce qu'on fait pour se défendre. Ben, OK, non, excuse, je viens de voir que c'est en deux parties. Là. La régulation de la glycémie, c'est aussi quelque chose de... Pour un maintien homéostatique, on ne va pas en parler beaucoup. Là. Si vous voyez sur votre feuille, on en parle un paragraphe, puis après ça, on tombe au système immunitaire. Fait que c'est vraiment pas long. Fait qu'on dit que le taux de glycémie est régulé par un mécanisme homéostasique, qui est donc encore quelque chose pour tenir l'équilibre de ton corps. On dit que ce sont les hormones antagonistes, l'insuline et le glucagon qui vont jouer un rôle dans la glycémie. Donc, la glycémie, on veut que ce soit toujours régulé. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le monde qui sont diabétiques, ben, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il va falloir qu'ils font des injections d'insuline. Okay? Ici, on le voit sur la photo. On ne le voit pas extrêmement bien, mais on voit qu'on a un équilibre. Après ça, tu vois un débalancement, puis tu veux toujours que ça se ramène à l'équilibre. Ça, rappelez-moi, je vais revenir en classe avec vous autres, comme ça on pourra voir l'image un petit peu meilleure, puis je pourrai vous l'expliquer. Lundi, on pourra y revenir. Maintenant, la quatrième partie, puis la dernière partie de notre chapitre, on parle du système immunitaire. C'est vraiment tout ce qui vient à la défense de ton corps quand tu en as besoin. Okay? Fait que là, on a vu les boucles de rétroaction positives, négatives. Donc, ça, c'est vraiment au début, là. Fait que tout ce qui était là, le début jusqu'au rein, là. Fait que les systèmes de rétroaction, fait que positif, négatif, fait que ça, là, après ça, on a vu les reins, fait qu'anatomie du rein, la production d'urine, la filtration, la réabsorption. Puis là, on passe au système immunitaire. Donc, le système immunitaire, vous allez voir que le début, moi, je trouve que ça se répète beaucoup avec Bio 1. Fait que je vais quand même aller assez rapidement. C'est des choses qui devraient revenir assez vite. Donc, on dit que le système immunitaire est un mécanisme sur lequel notre vie dépend. C'est certain, c'est ça qui nous donne notre immunité. Donc, c'est ça qui nous permet de se combattre chaque jour contre des bactéries, contre des micro-organismes, contre des virus. C'est sûr que c'est important. On dit qu'il est composé de la lymphe. Okay, fait que la lymphe qui est comme le tissu et des ganglions lymphatiques. Je vous rappelle que le système lymphatique, puis ça, je pourrais vous montrer une image parce que je ne crois pas que j'en ai inséré. Il y a une image là, que je montrais en bio 1 que je trouvais que c'était vraiment une bonne image. C'est vraiment le système lymphatique, c'est vraiment en vert. C'est comme tous des petits organes différents, dont tu as la lymphe et les ganglions lymphatiques. On a aussi des vaisseaux lymphatiques à l'intérieur, ainsi que plusieurs sortes de globules blancs. Okay? Puis les globules blancs, c'est vraiment ceux-là qui viennent à la défense de notre corps. Les globules rouges, c'est ceux qui font partie de notre plasma sanguin. Les globules blancs aussi, mais les globules blancs, eux autres, c'est vraiment un de leurs rôles, c'est pour nous donner cette immunité-là. Aussi, et de protéines qui sont capables de nous défendre des maladies causées par
nous défendre des maladies causées par certains virus et certaines bactéries. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir ce système immunitaire-là. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un a un système immunitaire très bas, souvent on va le conseiller peut-être de rester plus à la maison pour ne pas aller en contact avec le public parce que ton système va être beaucoup plus apte à recevoir les bactéries. Même chose quand, par exemple, si tu commences à travailler, je te donne l'exemple d'une garderie. Moi, je me souviens quand je commençais à travailler en garderie, mon système immunitaire n'était pas habitué à tous ces virus-là. Fait que c'est sûr que les 2-3 premières semaines que j'ai commencé à travailler, j'étais malade là, vraiment tout le temps. Ensuite de ça, le rôle physiologique du système immunitaire, c'est le transport des lipides et de fluides excessifs. Au sang et la distribution de micro-organismes pathogènes. C'est ça un peu qui fait. Nous autres, le rôle physiologique du système immunitaire, oui, c'est ça, c'est le transport des lipides, le transport des fluides excessifs pour sortir ça, pour aller le mettre au sang. Donc, ça qui traîne dans ton système immunitaire. Vraiment, nous autres, le rôle qu'on veut retenir pour le système immunitaire, c'est être à la défense de ton corps. Okay? Fait, tout ça, ça fait en sorte que ça va défendre ton corps. Okay? Puis c'est ça qu'on veut. Ensuite de ça, le système immunitaire est d'autant plus complexe puisqu'ils sont capables de faire la distinction, okay? Donc la différence entre les corps étrangers inoffensifs, donc ceux-là qui ne sont pas tant dangereux puis qu'on peut laisser dans notre corps, ainsi que dangereux. Puis, il doit se débarrasser de ces derniers sans aucun risque pour notre santé. C'est certain que s'il y a quelque chose qui est dangereux pour notre corps, puis il faut que notre corps l'enlève, il ne faut pas non plus qu'il vienne tout briser nos organes. Fait que ça, c'est important à comprendre. On dit il est important de se rendre compte que le corps humain est le milieu idéal à la prolifération. La prolifération, c'est un milieu de reproduction. Okay? C'est juste ça que ça veut dire. Prolifération, ça veut dire quand quelque chose se reproduit beaucoup. Okay? Puis notre corps, nous autres, on est très vulnérable à ça. Pourquoi? Parce que notre corps offre un milieu humide, chaud. Fait humide, chaud et riche en matériel nutritif pour ces micro-organismes. Par exemple, si une bactérie entre dans notre corps, vu que entre dans le corps est chaud, c'est humide, on a beaucoup de choses qui sont nutritives pour ces micro-organismes-là, ça va faire en sorte qu'ils vont se reproduire très rapidement, puis c'est là que ça devient dangereux. On dit aussi l'air que nous respirons, les aliments que nous ingérons et les liquides que nous buvons contiennent des millions de ces micro-organismes. Okay? Je ne pense pas que j'apprends rien à personne. Tout ce que nous consommons chaque jour, il y a beaucoup souvent de bactéries. Okay? C'est pour ça, souvent, on va voir à la télévision, genre, alerte, la laitue qui est contaminée, la viande qui est contaminée. Il faut faire attention. Si on ne cuit pas bien notre viande, il peut y avoir des bactéries, ça va rentrer dans notre corps, puis ça va se développer très rapidement. Fait que je pense que juste ici, ça va, il n'y a rien vraiment de trop surprenant. Ça, c'est ton système lymphatique, c'est juste d'autres organes, des petits organes qui va faire un rôle de défense dans ton corps. Encore, ça, c'est les principaux organes qui vont faire un rôle dans ton système lymphatique. Fait que les ganglions lymphatiques qui sont sur le bord de ta gorge, c'est comme les deux bosses que tu sens. Puis quand ça va enfler, ça veut dire souvent que tu es en train de combattre quelque chose. Les ganglions lymphatiques, tu en as aussi sous les bras. Okay? Fait que ça aussi, ça peut être un signe que tu es en train de combattre. Les ganglions lymphatiques, tu en as un petit peu partout où est-ce que ça peut enfler puis être à la vue. Fait que souvent, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, par contre, il est aussi important de savoir que certaines bactéries, sont mutualistes. Puis mutualistes, ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me faire vivre. Fait qu'on dit, c'est-à-dire qu'elles vivent de concert. Donc, de concert, ça veut dire avec. Okay? Fait qu'elles vivent avec quelqu'un, donc elle a besoin de quelqu'un pour vivre avec un autre organisme tout en lui étant bénéfique. Ça veut dire qu'il y a une bactérie, si qu'elle vit, c'est que l'autre veut qu'elle reste en vie. Fait que c'est ça que ça devient comme dangereux. Fait qu'on dit ici, par exemple,
Les bactéries composant, puis là, je vais juste faire ça, je vous écris. Les bactéries composant la flore bactérienne de notre système digestif. Okay? Puis si on a besoin des bactéries dans notre flore, okay? Fait que dans tout cas, ce qui est l'estomac, plus précisément une souche en particulier de la bactérie E. coli. OK, vous n'avez rien écrit là. Se retrouve dans notre gros intestin et joue un rôle important dans l'absorption des nutriments. Ces bactéries produisent des vitamines B et K. Fait vraiment, la bactérie E. coli, on ne la veut pas, sauf qu'il y a une souche, donc une genre de variante de la bactérie E. coli, qui est quand même présente dans notre estomac parce qu'elle, elle va faire en sorte qu'elle va jouer un rôle dans l'absorption de quelque chose. Donc, on la veut là, mais il ne faudrait pas qu'elle vienne se développer. C'est ça qui est comme important, c'est une souche, c'est pas la bactérie en tant que telle, mais elle va faire en sorte qu'il y a l'absorption des nutriments. Fait, par exemple, les vitamines B et K. Fait, techniquement, oui, tu l'as vu. Tu veux la bactérie, la souche de la bactérie E. coli. Ensuite de ça, il vous manquait-tu quelque chose ici? Ah, non, ok, c'est ça. Il manque une phrase. Les agents pathogènes. OK, fait que rappelez-moi de vous donner la dernière phrase, là, je vous la donnerai lundi. Ça va être plus simple comme ça. On dit il est aussi possible de contracter une maladie en ingérant des agents pathogènes via de la nourriture ou de l'eau contaminée. Fait qu'un agent pathogène, c'est vraiment, c'est comme une bactérie, si tu veux. Okay? C'est quelque chose que tu ne veux pas nécessairement dans ton corps, puis qui peut développer, là, des choses que tu ne veux pas. Puis là, je pense que vous autres, non. Ensuite de ça, ça dit également, lorsque deux personnes ont des relations sexuelles, il y a souvent des petites fissures au niveau des tissus génitaux où les agents pathogènes peuvent entrer, mais aussi il y a contact direct avec la muqueuse vaginale, donc une chance plus élevée de transmission de corps étrangers nocifs à la santé. C'est pour ça qu'on dit souvent de vous protéger là, quand vous avez des rapports sexuels. Je vous apprends rien ici non plus, parce que c'est pour ça, parce qu'il y a des petites fissures au niveau des organes, puis c'est certain que s'il y a des agents pathogènes, donc quelque chose qui va donner une maladie, donc ici des maladies transmises sexuelles, ben ça va se propager. De façon indirecte, on peut être contaminé par l'eau, des objets ou des aliments, c'est certain. Et encore là, si j'ai une fissure, donc si j'ai une coupure, par exemple, je suis en contact avec une bactérie, l'agent pathogène, la bactérie va certainement rentrer dans mon corps, puis à ce moment-là, elle va probablement se développer beaucoup plus rapidement. On dit plusieurs espèces d'insectes peuvent transmettre des maladies. Les substances vivantes qui peuvent transmettre des maladies de façon indirecte se nomment des vecteurs. On dit qu'un vecteur est un organisme qui ne provoque pas lui-même une maladie, mais qui disperse l'infection, donc qui propage l'infection en transportant les agents pathogènes d'un hôte à l'autre. Okay? Fait que, par exemple, les insectes, l'insecte lui-même, c'est pas lui qui va provoquer la maladie, mais c'est lui qui la transporte. Okay? Fait que c'est lui qui transporte cette maladie-là puis qui est capable d'aller la donner à quelqu'un. Fait que c'est ça que, par exemple, je sais pas, je prends n'importe quel insecte, puis ça vous pique, puis là, il y aurait comme une réaction ou que tu tomberais vraiment malade. Ben, à ce moment-là, c'est qu'il transportait la maladie. C'est pas lui qui est la maladie. Okay? Donc, c'est pas l'insecte qui est la maladie en tant que tel. Maintenant, on a les défenses non spécifiques et l'immunité spécifique. Donc, on dit l'immunité, ça vous le connaissez déjà, vous savez c'est quoi. C'est la capacité que le corps humain a de résister à certaines maladies. Fait que quelqu'un qui a un grand système immunitaire, on va dire que c'est rare qu'il va attraper une grippe, c'est rare qu'il va tomber malade parce que son immunité est très haute.
Tandis que quelqu'un qui a un système immunitaire bas, à ce moment-là, il pourrait attraper beaucoup. On dit les moyens de défense du corps humain peuvent être classifiés en deux groupes, les défenses non spécifiques et l'immunité spécifique. Défense non spécifique, on dit que c'est la protection contre une grande quantité d'agents pathogènes différents, donc qui cause une maladie. Puis, on va voir les deux premières lignes de défense qui vont faire partie des défenses non spécifiques. Okay? Fait qu'ils font une protection vraiment contre beaucoup d'agents pathogènes. Puis vous allez voir que c'est quand même assez clair, c'est quand même assez, pas facile, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez voir que c'est logique. La première ligne de défense, donc la défense non spécifique, donc c'est pas spécifique à quelque chose, c'est large, ça va aller contre beaucoup de choses, c'est la peau. Okay? Fait que nous autres, notre couche de peau, donc c'est la première protection du corps humain. C'est certain, c'est ça qui nous couvre partout. Bien que des millions de bactéries ou d'autres agents pathogènes vivent à la surface de la peau, elle offre une protection contre les pénétrations des micro-organismes. Donc, la peau, ça fait en sorte que, oui, on a beaucoup de micro-organismes sur nous autres, oui, on a des bactéries sur nous autres. Je veux dire, c'est normal, comme là, je donne un exemple, vous venez à l'école, on vous demande de désinfecter vos pupitres parce qu'il pourrait y avoir des bactéries qui vont être là. Sur votre corps aussi, il peut y avoir des bactéries, sauf que nous autres, on est chanceux, on a la peau qui va nous protéger. Donc, même chose, si tu t'assis sur un pupitre, je veux dire, à moins que tu aurais une coupure, c'est très rare que la bactérie va être capable d'aller dans ton corps. On dit à l'intérieur des couches de la peau, elles n'offrent pas un milieu propice à la croissance des micro-organismes, puisque la couche cutanée superficielle est très sèche, donc il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de liquide, et contient beaucoup de kératine. Donc, la kératine qui est une protéine, donc une substance rigide et indigeste pour les micro-organismes. La desquamation est aussi une autre protection physique. Pour la kératine, on avait parlé, quand on avait vu là, les protéines, je crois que c'est en bio 1. En bio 1. Puis, c'est ça, c'est vraiment une protéine qui va donner la force à pas la force, mais comme le côté rigide. Par exemple, tu as beaucoup de kératine dans tes ongles. La kératine est présente aussi dans tes cheveux. Donc, ça donne une structure, puis ça aide beaucoup à protéger, là, au niveau des micro-organismes. La desquamation, c'est juste, c'est comme ta peau qui arrache, là, comme le peeling de ta peau. J'essaie de penser comme un exemple, tu sais, comme une ampoule. C'est moi. Une ampoule ou comme même quand ta peau comme s'enlève, c'est une autre protection physique. Ça fait en sorte que tu as comme une couche de surplus que tu es capable d'enlever puis que ça va se régénérer, donc ça va se refaire. Là, ici, on voit juste que c'est la couche de la première peau, puis tu sais, on a quand même une couche épaisse de peau, là, fait que c'est ça, ça nous protège comme il faut. La deuxième chose, on dit, c'est encore avec la peau, on dit les huiles cutanées contiennent des bactéricides. Donc, les huiles cutanées contiennent des bactéricides et les sueurs produites par les glandes sudoripores, donc les glandes par rapport à la sueur, donc ils produisent cette huile-là, sont acides et ne sont pas propices à la croissance des micro-organismes. Okay? Fait que le fait que tu as des huiles, eux autres, on dit qu'ils sont bactéricides, donc ils vont aller tuer les bactéries. Donc, c'est important aussi quand on a de l'huile. Tu sais, des fois, je le sais, on n'aime pas ça, on n'aime pas avoir de l'huile, mais encore là, c'est un moyen de défense. On dit donc les lysosymes dans la salive. Avez-vous ça écrit? Oui. Okay, donc, les lysosymes dans la salive, dans les larmes et dans la transpiration sont aussi une protection car ils contiennent des enzymes qui vont détruire les bactéries. Fait que ça, c'est tous des moyens de défense qui vont aller puis qui vont tuer les bactéries. C'est sûr que tu sais, je ne sais pas, les larmes, oui, ça contient des lysosymes, mais à quel point ça te protège. Fait plus dans la salive, c'est sûr, si tu ingères quelque chose, tu as des lysosymes qui vont venir tuer les bactéries, là, ça devient important. La deuxième chose, on a le mucus.
Le mucus, on dit, il recouvre les voies respiratoires et digestives afin de piéger et éloigner les micro-organismes des parois par le fait même des cellules qui pourraient infecter. Le mucus, on en a parlé quand même beaucoup. Fait que tu as le mucus, par exemple, dans ton nez, qui va être capable de capter ces bactéries-là, puis qui va être capable de les éliminer. Okay? Fait que le mucus, c'est important. L'acidité, donc l'acidité chlorhydrique est présente dans l'estomac et tue la plupart des micro-organismes présents dans la nourriture. Il y a aussi l'acidité vaginale, donc les deux qui vont être capables de tuer la majorité des bactéries qui vont entrer dans ton corps. C'est certain qu'ils ne peuvent pas faire comme leur rôle, pas qu'ils ne peuvent pas faire leur rôle, mais c'est certain que il y en a que ça va quand même passer. Fait qu'il faut faire attention. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Là. Oui, l'estomac peut faire un rôle, mais c'est certain que si tu n'arrêtes pas de manger, je ne sais pas, du poulet cru, ben à un moment donné, ton estomac ne va pas tout tuer. La deuxième ligne de défense, on appelle ça la résistance. La première ligne de défense, c'était la peau. On avait la peau, on avait le mucus, puis on avait l'acidité. La deuxième ligne de défense, c'est la résistance. Okay? Fait toute case qui va résister à avoir des bactéries. La première chose, c'est les macrophages. On dit que c'est des cellules phagocytaires. Je te rappelle que phagocytose, c'est ingérer des grosses molécules. Okay? Donc, capturer des grosses molécules. Donc, on retrouve dans le foie, le cerveau, les poumons, le sang ainsi que la lymphe. Puis, ils font la phagocytose des bactéries. Donc, ils sont capables d'éliminer les bactéries par phagocytose. C'est vraiment de venir les capturer. Je ne sais pas si tu t'en souviens, quand ce que je vous montrais la phagocytose, c'est comme si tu as quelque chose. Ah, ben ici, ça le montre. Fait que si j'ai une cellule, puis là, je vois qu'il y a une bactérie, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va comme tourner autour. Puis là, après ça, là, tu le vois bien ici, là, ça va tourner autour, puis la bactérie va rentrer dans la cellule, puis là, ça va être digéré parce que c'est les macrophages qui vont faire ça. Les neutrophiles puis les monocytes, donc il y a une autre partie de la deuxième ligne. Eux autres, c'est des globules blancs qui vont attaquer les bactéries par phagocytose. Donc, un peu la même chose, sauf que au lieu d'être des macrophages, c'est les neutrophiles puis les monocytes, c'est des globules blancs. Ils vont attaquer les bactéries par phagocytose. Les neutrophiles sont ceux qui sont les plus abondants au début d'une infection. Donc, c'est eux autres qui vont, par exemple, si tu as la grippe, là, ils détectent des bactéries, ben, c'est vraiment les neutrophiles qui vont venir au début. Par la suite, les monocytes sont plus efficaces que les neutrophiles et sont pratiquement autant nombreux. Donc, c'est eux autres qui vont venir combattre souvent au début, mais sachez que c'est des globules blancs. Ensuite, on a les cellules tueuses. Les cellules tueuses qu'on appelle les NK, c'est des globules blancs qui vont attaquer les cellules cancéreuses. Fait que quand on a un développement de cellules cancéreuses, c'est la même chose. Les cellules cancéreuses, ils vont se développer rapidement parce que notre corps est apte à les faire développer parce que c'est humide, c'est chaud. Et les cellules infectées par des virus à l'aide de phagocytose encore. Vous allez voir que c'est vraiment toujours la phagocytose parce que les bactéries, c'est quand même assez des grosses molécules. Ah, je ne s'en mets pas. Pourquoi c'est mon diapo fini? Ah. OK, ben, je vais m'arrêter là. C'est quand même assez long pour aujourd'hui. On continuera avec la fièvre et l'inflammation lundi. De toute façon, il ne me restait pas grand chose aujourd'hui. Je voulais juste me rendre à la troisième ligne de défense. Fait que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Puis, on se voit lundi. Passez une belle journée.